Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on est bloqués en chambre à l'île Maurice parce qu'il y a le cyclone tropical qui nous passe dessus. Donc en fait, on a une petite idée avec Marion, c'est de faire une vidéo où on fait une discussion de plusieurs sujets très intéressants que je vous invite à découvrir juste à la suite de cette vidéo. Ça va durer un petit peu de temps, mais on espère vraiment que ça va vous intéresser. Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié ce contenu, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, puisque Marion est médecin et moi je suis éducateur sportif et je suis ancien militaire, donc on a tous les deux un passif et du vécu et de l'expérience et on aime beaucoup ce genre de discussion. Donc si vous aussi vous êtes friand, n'hésitez pas à nous le dire, à mettre un petit like, à vous abonner et à partager, et on sera ravis de vous apporter plus de contenu. Voilà, couvrez-vous bien en France, il fait froid actuellement, je vous dis à très bientôt, salut. Non, ici on n'a que de la nourriture spirituelle. Et sur le coup, j'ai pas compris. T'avais quel âge? 6 ans, 7 ans. Ah bah oui, sur le coup, j'ai pas compris. c'est joliment dit. Et du coup, j'ai regardé d'un air bizarre et j'ai pas compris. Il n'y a rien qui se mange ici. Ça m'a fait rire. Non, ici on n'a que de la nourriture spirituelle. Mais tout ça pour dire que c'est vrai. Quand tu t'emmerdes, t'as faim. Ah ouais, toi t'as faim. Ouais. Quand tu t'emmerdes. Et du coup, pour faire passer le temps, tu bouffes. Tu vois? Et c'est une compensation. Et donc, quand tu lis, tu as moins faim, peut-être tu nourris l'esprit, donc tu as moins besoin de nourrir le corps. Tu crois que les lecteurs, ils mangent moins? Je sais pas, mais en tout cas, si je lis, je passe le temps plus vite, effectivement. Bah, c'est comme quand on joue aux jeux vidéo. J'ai remarqué, moi, à l'époque où je geekais beaucoup, putain, les heures, ça passait comme des minutes. Je dis, oh tiens, déjà 1 heure. C'est pour ça que je trouve ça dommage de s'enfermer dans cette vie qui passe beaucoup plus vite. Ah oui. Mais c'est pareil, hein, tu t'enfermes dans un bouquin, c'est peut-être pas mieux. Hein. Si. Tu crois? C'est un peu une vie virtuelle, mais c'est toi qui te la construis. Bah non, tu le lis. Bah si tu lis une histoire, tu construis pas l'histoire. T'imagines. Ah ouais, tu peux imaginer. Disons que c'est plus abstrait. T'imagines. T'as un pouvoir de création qui est un peu plus grand. Tu fabriques. T'as un pouvoir d'imagination un peu plus grand. Tu fabriques. Tu lis un livre. D'ailleurs, tu es souvent déçu quand tu lis un livre et que tu regardes le film qui va avec le livre après. Ouais. Parce que, il manque des trucs. Et puis toi, tu t'étais pas imaginé cette, cette dimension-là. Oui, tu t'étais pas imaginé comme ça. Non, mais par exemple, tu vois, je reprends les films fantastiques, genre Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai lu les livres. Les livres sont super bien. Et pourtant, j'ai vu les versions longues du Seigneur des Anneaux. Et ben même dans la version longue du Seigneur des Anneaux, alors tu prends n'importe lequel de la trilogie, il manque des éléments qu'il y a dans le livre. On peut pas tout mettre. Et tu te dis, il est où ce passage-là? Il n'existe pas. Tu peux pas tout mettre, c'est ça c'est peut-être de la faute du cinéma, je sais pas. Non, mais ceci dit, ça reste un chef-d'œuvre. Je pense qu'un livre en 2 heures, un film en 2 heures, tu peux pas résumer un livre de 800 pages. Alors Le Seigneur des Anneaux, la version longue, je crois qu'elle fait 4 heures. Ouais, mais même. C'est trop détaillé. Puisque la version normale fait 3 heures déjà, ce qui est livre, beaucoup. C'est trop détaillé, t'as vu les livres. Oui, ton bouquin de 900 pages. Oui, après t'as plus ou moins... Et en plus, il y a combien? 7 tomes? Aussi gros que ça? 7 fois 900 pages. Tu sais, il se passe combien de temps en vrai? Je sais pas. 9 mois. Ah oui, donc elle a tout détaillé pendant 9 mois. C'est une femme, j'imagine. Oui. Et c'est une histoire vraie ou c'est de la fiction? Non, c'est de la fiction, c'est du fantasy même. Putain, elle a dû en fumer de la bonne pour sortir de ça. Ah ouais, non mais de ouf. Faut le lire pour le croire. Ouais, j'imagine. Les livres, c'est de la nourriture spirituelle, ou du moins intellectuelle. Elle a dit spirituelle, mais oui, enfin, pas que spirituelle, parce que la spiritualité, c'est tout ce qui est âme, esprit, machin et tout, mais ça peut être... Oui, enfin, bon, t'as compris. Oui, voilà, c'est immatériel. Voilà. Et d'ailleurs, justement, dans le livre que je suis en train de lire, là, il dit qu'on arrive dans une nouvelle renaissance. Tu sais, il y a eu la Renaissance. À partir du XVe siècle, il y a eu la Renaissance dans l'histoire. Et il dit que là, on est à l'avènement d'une nouvelle Renaissance, celle de justement la connaissance. Tu as vu, il y a eu l'avènement d'Internet. Là, maintenant, il y a l'avènement de l'intelligence artificielle. Et en gros, Internet, c'était les informations et les données. L'intelligence artificielle, c'est les connaissances. Donc, il y a des niveaux. Il y a les données, les informations. Il y a les connaissances.
Et au-dessus de la connaissance, il y a la sagesse. Et en gros, il dit que on tend vers... ça serait bien qu'on tende vers la sagesse, en fait. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et la sagesse, il dit, c'est la connaissance de soi. Oui, voilà, vers un peu Connais-toi plus toi-même. d'intériorisation, Voilà. questionnement. Et c'est bien parce qu'il faisait des métaphores. Il disait 500 000 tonnes de béton, ça fera jamais un immeuble. Ben non. 500 000 tonnes de béton brut, je te dis 500 000 tonnes de béton brut comme ça fera jamais un immeuble. Pour construire un immeuble, il faut de la connaissance, faut du savoir-faire, comme les cathédrales par exemple. Bah oui. Les cathédrales, on ne sait même plus les refaire. Avec les gargouilles, les machins, les statues, les bordels et tout, alors qu'on a su le faire. Ça, c'est de la connaissance qu'on a perdue. C'est vrai. Et la sagesse, dans la sagesse, tu as aussi tout le côté effectivement spirituel. Donc elle avait raison, la libraire ou la dame de la bibliothèque, en disant que c'est de la spiritualité qu'on mange. Qu'on mange. C'est trop mignon. Ouais, en même temps, elle dit ça à une gamine de 6 ans, mais... 7 ans, ouais. 7 ans, 7 ans, je sais ouais. plus. Mais sur le coup, je n'ai pas bien compris après. Bah oui, c'est marrant. C'est marrant que je m'en souvienne encore. C'est marrant que tu t'en souviennes, par contre. Il y a des petits trucs qui marquent comme ça, qui font réfléchir un petit peu. Pourquoi elle me dit ça, cette conne-là? Grave. Mais non, elle n'était pas si conne, justement. Plus de 20 ans après. Plus de 20 ans après, elle avait raison, la dame. Tu sais que tu disais que ici, les gens, ils sont plus en contact avec la nature et les animaux et les plantes. C'est vrai. D'ailleurs, on a fait une balade, les gens, le guide, il connaît toutes les plantes, le mec, c'est incroyable. Et même la dame du taxi qui nous y a emmenés, du jour d'avant, elle connaissait toutes les plantes. Elle me dit, alors ça c'est un flamboyant, ça c'est ci, ça c'est ça sert à ci, ça sert à ça a été introduit par ci, par ça. Est-ce que toi, tu peux te targuer de connaître les plantes qui vivent autour de chez toi? T'as à peine distinguer un chêne d'un platane. Je sais, voilà. Ce que j'allais redire, je reconnais une feuille de chêne, je reconnais des orties, je reconnais une ronce. Je sais ce que c'est une fraise, une framboise. Elle connaissait tout le nom de toutes les fleurs qu'il y avait sur le bord de la route et tout. C'était incroyable. Et je me dis, ouais, c'est vrai. Je suis assez étonnée parce que maintenant, je ne suis pas étonnée. Je suis un peu triste aussi. Je suis un peu mitigée parce que je me dis, on ne vit plus dehors. On vit à l'intérieur. On vit dans des boîtes. Ouais. On se lève le matin, on est chez nous. Ensuite, on va au travail. On est encore dans une voiture. Dans une voiture, c'est clair. Tu es dans ta maison, c'est une boîte. Tu vas dans ta voiture, c'est une autre boîte. Ensuite, tu arrives au travail, tu es dans une boîte. Ensuite, tu vas au sport. Ensuite, tu prends alors moi, j'y suis au même endroit. Mais... Oui, mais pareil. Non, mais au sport, je sais pas, moi, au club de lecture, à la salle de danse, où tu veux, tu vas en boîte, dans un bar. On est coupé de notre environnement. On est tous trop à l'intérieur et ça me rend un peu triste parce qu'on ne voit plus la nature. Après, le climat n'est pas le même. On ne côtoie plus la nature. J'ai envie de te dire, non, ici, mais c'est sûr, ici c'est beaucoup plus, ici c'est beaucoup plus relax d'aller dehors. Toute l'année, il fait 25 degrés. Je pense que si là où on vivait, il faisait 25 degrés toute l'année, on serait peut-être un peu plus dehors. Déjà rien que ça, tu vois. Mais même l'été, on n'est pas tellement que ça dehors. Ouais, c'est vrai. Même l'été, on n'est pas tellement que ça dehors, alors qu'on pourrait être un peu plus dehors, je sais pas. Et puis un peu plus dehors, mais tu peux être dehors, mais tu peux être en ville. Oui, voilà, non, mais dehors et... Dehors en pleine nature, quoi. Et dans la nature. Alors, pas en pleine nature, je dis... Enfin, si, plus ou moins, mais... Moi, j'adore. Mais on pourrait être un peu plus en harmonie avec la nature. On pourrait, ici, vivre en harmonie avec la nature. Oui, vraiment. Et puis, il y a des animaux partout. Les chiens sont pas tenus en laisse, ils sont comme ça. Les poules tranquilles ils ont même pas de collier, les chiens. Alors tu sais pas si c'est des chiens errants ou s'ils appartiennent à quelqu'un, c'est pas grave. Les chats pareils. Les chats pareils. Il y a des animaux, coqs et des poulets qui se poules baladent partout dehors. Il n'y a pas de poulailler. Des chèvres aussi. Tout le monde trouve ça normal en fait. Ça... Oui, puis même dans leur façon d'être, tu vois, genre ils conduisent, ils s'arrêtent au milieu de la route comme ça, normal. Balai, qu'il y a un parking ou pas, tant pis, je m'arrête en plein milieu, t'as qu'à me contourner, et puis c'est bon, personne klaxonne. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas si c'est... Si, je pense que c'est le fait de vivre ici, quoi. C'est la mentalité c'est souvent qui veut ça. Dans les îles comme ça, c'est souvent. Mais c'est pas ça qui m'a le plus sauté aux yeux. Moi, ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est le nombre d'animaux qu'il y a partout.
Il y a des grenouilles tous les 2 centimètres quand il pleut. Des escargots. Des escargots partout. Tu vas dans la mer, tu te baignes. T'as à peine les pieds dans l'eau que tu vois un poisson. T'as à peine les pieds dans l'eau, tu vois un poisson. Moi, je suis allée à la mer un nombre incalculable de fois, mais j'ai jamais quitté la France. Si, je suis allée en Espagne, bon, c'est tout, et au Portugal. Mais j'ai jamais quitté l'Europe, j'ai jamais vu un seul poiscaille. Ah oui? Jamais vu un seul poisson. Ouais, et encore, j'ai vu des endroits où il y en avait plus que ça, mais c'est vrai qu'ici, déjà... Jamais vu un seul poisson. Et là, tu as à peine les pieds dans l'eau que tu vois des poissons. Tu es allongé sur la plage, il y a des tonnes, mais des tonnes d'oiseaux. Et les petits crabes. Des crabes. Et les petits crabes blancs. D'ailleurs, des chauves-souris. D'ailleurs, tu as vu, la nature se révèle à ceux qui sont patients. On s'est assis sur le transat, on a attendu, on a discuté, on ne bougeait pas, et ils sont ressortis de leur petit trou. Tu vois des trous absolument partout sur la plage. Mais tu ne vois pas les crabes. Mais tu vois pas les crabes, parce que quand tu passes, en fait, ils doivent arriver de loin et ils se planquent direct. Par contre, si toi tu te planques, t'attends, hop là, et ils ressortent. Tous. Et après, t'en as 40 en face de toi. Alors, c'est des petits trucs comme ça, tout blancs. Mais ouais, c'est marrant. Mais c'est pour ça, c'est ça qui m'a le plus sauté aux yeux. Je me suis dit, chez nous, ils sont où tous ces animaux? Pourquoi on n'en voit pas? Pourquoi on ne voit pas autant d'animaux que ça? Ici, je te dis, tu es là, tu sors, tu as des grenouilles devant la porte. Je pense déjà qu'on est moins attentif. Tu as des petits crapauds devant la porte. Ensuite, le problème, c'est peut-être l'agriculture. On a réduit fortement la biodiversité. Et c'est ça qui me rend un peu triste. À tous les étages. C'est que je me dis, moi, tous ces animaux, ils étaient là, et ils devraient être là. Tu vois, mais c'est vrai, il y a des oiseaux partout. Enfin, tous les matins, on est réveillés par le bruit des oiseaux qui viennent même limite taper avec leur bec à la baie vitrée presque. Chez nous, ils sont où tous ces animaux? Oh, chez nous, il y a quand même des oiseaux, ça va. Oui, c'est vrai, il y a plein d'oiseaux, c'est vrai. Nous, on a quand même les oiseaux. Mais c'est vrai qu'il y a une diminution de la biodiversité assez frappante en Europe, je trouve. Alors peut-être que c'est parce qu'on vit en plein cœur du village, je sais pas, peut-être. Ouais, puis même les cerfs ou les biches ou les trucs comme ça, ils se planquent, quoi. Oui. En fait, ils t'entendent arriver, c'est ce que je te dis. En fait, si tu veux voir la nature, faut te poser et attendre. Oui, non, mais ok, je suis d'accord, mais c'est surtout parce qu'en fait, on vit trop en ville, et pourtant, nous, on n'est pas trop en ville. Hein. Non, mais on a le même mode de vie. En fait, on est ce qu'on appelle anthropocentré. On est centré sur la vie des êtres humains, sur l'activité humaine. Ouais, c'est vrai, moi je vais au travail, je suis en plein dans le milieu de la ville. Je rentre à la maison, on est en plein dans le milieu du village. Enfin bref, je vais à la salle de sport, on est en pleine zone industrielle. On est coupé de la nature. On est trop loin d'elle. Alors qu'on Pourtant, on a un beau jardin et tout, mais tu vois, c'est pas... C'est pour ça que j'ai pris des poules. Et j'aimerais bien faire un peu de permaculture aussi. J'aimerais bien réussir à me dégager du temps pour avoir le temps de faire un peu de permaculture. Ce serait cool, comme ça on aurait un peu de fruits, un peu de légumes. Alors bon, ça suffira pas pour être en autonomie alimentaire totale, je le dis pas, mais au moins tu sais, avoir la connaissance, justement. On parlait de sagesse et de connaissance pour avoir le savoir-faire de la permaculture. Là tu vois, j'apprends à m'occuper des poules. Tu vois, ils ont eu des vers, on a vermifugé, on a nettoyé, on a changé de litière plusieurs fois, on a changé l'alimentation, on a cherché. Si demain on a un problème avec de la bouffe, au moins on a des œufs, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est... Et puis je sais pas, je trouve que tu te sens plus... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus proche de la nature, ou du moins pour pas trop l'éloigner de nous, quoi, pour essayer de... Parce que nous, dans la nature, en vrai, on n'est pas indispensable, tu vois. Tu regardes autour de toi, ça se fait, quoi. Ça se fait sans toi ou avec toi, ça se fait. Alors, ça se fait. Moi, je trouve quand même qu'on a une place de régulateur en tant que super prédateur. On n'a pas de prédateur, il n'y a personne au-dessus de nous. Et puis, en gros, on a la faculté de tuer tout ce qui bouge, quoi, en gros. Mais du coup, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et du coup, on a cette responsabilité de régulation des espèces qui, elles-mêmes, n'ont pas de prédateurs, à part nous. Genre les sangliers en France, tu vois, c'est pour ça qu'il y a de la chasse. Mais c'est relativement bien encadré. Alors ça gagnerait peut-être à l'être davantage encore plus. Après, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je sais que ça rouspille un peu. Mais globalement, c'est assez bien encadré. Où on recense les populations de sangliers dans les forêts de France.
et on dit, bah voilà, on peut abattre tant de sangliers. Alors le but, c'est de réguler la population, c'est pas d'éteindre les sangliers, c'est de réguler pour qu'ils ne mangent pas tous les glands de tous les chênes, qu'ils ne déforestent pas eux-mêmes. Alors, la petite végétation des forêts, tu vois. Parce que ça bouffe tout, un sanglier. Aucune idée. Ah si, ça bouffe énormément de choses. D'accord. Bah, c'est un cochon sauvage, quoi. Ça mange, les cochons, ça mange tout. Ça mange tout. C'est vrai. Voilà. Ici, c'est les chauves-souris. Tu as vu, le taxi il nous a dit... oui, si, 25 000 par an, ouais. Alors, ils ont dû arrêter à cause d'écologisme, machin et tout. Alors, je sais pas, encore une fois, c'est pareil, je suis pas... Ça, c'est ce que le taxi veut bien te dire, on connaît pas la population, mais c'est vrai que des chauves-souris, il y en a partout. Elles sont balèzes, sa mère, elles sont comme as, elles sont diurnes, elles vivent le jour, et apparemment, elles mangent des fruits. Le problème, c'est qu'elles mangent trop de fruits. Donc même les fruits des récoltes pour... Pays qui en a trop. Pour nous, donc les goyaves, les papayes, les bananes, les bordels, les machins. Et apparemment, c'est un peu comme en France avec les éleveurs de chèvres ou de moutons qui sont bouffés par les loups. Ouais. Là, c'est les chauves-souris qui bouffent les récoltes de fruits. Et du coup, les agriculteurs de fruits, ils ne sont pas contents. Et donc, effectivement, il y avait eu des abattages c'est monté à 18 000, je crois. Non, jusqu'à 30 000. Jusqu'à 30 000. Jusqu'à 30 000 chauves-souris dégommées par an. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que ça paraît beaucoup comme ça? Mais sur la population. Mais sur la population générale, est-ce que déjà, tu regardes. Est-ce que ça suffit à réguler? Tu regardes. C'est trop? Sur un arbre, t'en vois 30. Ouais, 30 ou 40, ouais. Donc, je sais pas combien il y en a en vrai, mais... Je pense qu'il y en a quand même vachement beaucoup sur l'île. Ça serait intéressant de se rapprocher, d'accumuler assez de données sur ces espèces-là pour avoir la connaissance de comment ça se reproduit, à quelle vitesse, qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce que ça dégomme, tu vois. Parce qu'en gros... on l'a tout ça. Les spécialistes, ils l'ont. Oui, les spécialistes, ils l'ont, mais c'est du coup l'accumulation de toute la chaîne alimentaire compilée. Ouais, mais à partir du plus petit insecte au plus gros prédateur. Ouais, mais à partir de quand tu décides que... Parce que complexe. tu vois, là, tu parles des chauves-souris qui bouffent les récoltes ou des sangliers. Le problème, c'est que si les sangliers viennent détruire les champs, en vrai, il n'y avait pas de champs avant. Donc le sanglier, il fait rien de mal, il est juste dans un endroit sauvage. Non, c'est pas pour les champs. Pareil pour les fruits. C'est pas pour les champs, c'est pour les forêts. Les fruits, c'est pour nous, c'est pour les exploiter, pour fabriquer toujours plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour manger, c'est pour nourrir les gens. Si, tu te rends pas compte, Chaton, de toute la quantité de nourriture qu'on a besoin de manger pour rester en vie, parce qu'on mange tous les jours, 3 fois par jour. Ouais, non, mais je sais, mais je veux dire, du coup, c'est bien ce que je dis. La nature, elle pourrait se faire sans nous, et nous, c'est nous qui foutons le bordel. Oui, mais si la nature, elle nous a mis sur Terre, c'est qu'on avait un rôle à jouer. Ouais, mais après, de là à tuer tous les animaux pour sauver nos récoltes... Ce qu'il faut faire, c'est de la régulation, du coup. C'est tuer, mais pas trop, quoi. Et puis même, c'est pas que pour nos récoltes, c'est pour la biodiversité en général. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive. C'est en gros, elle vient, elle se reproduit très vite, elle n'a pas de prédateurs, et elle éradique, pas tout, mais presque tout. Et en fait, elle vient dérégler l'écosystème dans lequel elle vit. Oui, d'accord. C'est ça le problème, en fait. Oui, mais c'est ce que je dis, il ne faut pas basculer dans dans l'anthropocentrisme. Et le problème, c'est ça, c'est qu'effectivement, on bascule dans l'anthropocentrisme, et en fait, l'espèce invasive qui dérègle l'écosystème, c'est nous. Oui. Enfin, je le dis en rigolant, mais c'est pas drôle. Mais c'est ça le truc, c'est que effectivement, et sans s'en rendre compte. Et alors, attends, parce que ces espèces animales, elles le font pour se nourrir. Nous, même pas. Nous, on le fait pour plusieurs raisons. Ça dépend. La déforestation, il y a plusieurs phénomènes. Il y en a qui veulent des jolis meubles en bois à je sais pas combien de milliers d'euros, machin. Il y en a l'huile de palme que tu mets dans ton Nutella. Le bioéthanol, les biocarburants, machin, ça se divers, mais en fait, on coupe des forêts pour planter de l'agriculture qui fera de l'éthanol. Ça nourrit aussi les bêtes que tu vas manger. Ton steak, il a mangé du blé ou du soja ou du maïs qui a poussé à la place de la forêt. Donc effectivement, ça c'est pour nourrir par procuration, de manière indirecte, mais quand même. Le problème, c'est qu'on prend conscience de ça, mais on commence à prendre conscience de ça. Mais le retour en arrière est compliqué. Le retour en arrière est compliqué, puis t'imagines bien des arbres centenaires ou millénaires que tu as abattus, trop tard.
ils sont centenaires ou millénaires. Hein, donc avant qu'ils reprennent leur place, il faudra 100 ans ou 1000 ans. Tu vois. 1000 ans, oui. Et le truc, c'est qu'un arbre millénaire, ça tu vois, on n'a pas la connaissance de ça, on n'a pas les données. Puisque en Europe, nos forêts, elles sont récentes, elles sont jeunes, c'est des arbres qui ont 50 ans, 100 ans, c'est des jeunes arbres. En fait, ces gros arbres millénaires, là, énormes, ils ont un rôle dans la biodiversité, dans leur environnement. Ils ont un rôle de ouf. Ils servent la forêt comme jamais, tu vois, comme personne. Parce qu'il y a tout un écosystème autour, il y a des oiseaux qui viennent vivre dans ces gros arbres, dans les forêts tropicales, il y a des singes, il y a des champignons aussi qui interagissent avec les racines, il y a des insectes, il y a plein de trucs. Ouais, donc en fait, tu coupes pas qu'un arbre, tu coupes un arbre plus tout ce qui vit autour. Bah oui, je sais. Voilà. Je suis bien consciente de tout ça. Mais sauf que maintenant, que faire? Maintenant, que faire? Il y en a qui... C'est marrant parce qu'entre... on replante, donc il y a ce qu'on appelle la régénération de la nature. Ok. Un arbre planté, ça tu vois ça partout, la pub, pour tout achat, un arbre planté. Mais entre les gens qui vivent ultra déconnectés de la nature, en plein centre-ville d'une grande ville, où il y a un parc tous les 5 km, avec de la nature dedans, où il y a rien d'autre. De la pseudo-nature, oui. De la pseudo-nature, ouais. Où il n'y a rien d'autre autour et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? On ne peut rien faire. Si, il y a toujours des trucs à faire. On peut sensibiliser. Moi, je pense que déjà informer les gens sur ce qui se fait, sur comment fonctionne la nature. Moi, je pense que, justement, l'éducation... Tu vois, par exemple, moi, je regardais Nicolas Hulot quand j'étais petit à la télé. Je regardais Où soyez nature. C'est merveilleux. En fait, je pense qu'il faut montrer les choses. Encore une fois, en parler, c'est bien, mais le montrer, c'est encore mieux. Le faire vivre, c'est encore mieux. Viens, on fait des sorties, on va dans la forêt. Parce qu'il y en a encore de la nature en vrai. Il faut remettre les gens dedans, tout simplement. Viens, on organise des sorties en forêt. Ça peut être stylé. Alors oui, effectivement, on sort un peu de notre zone de confort, parce qu'il n'y a pas de chauffage dans la forêt, il n'y a pas de clim non plus. Il y a des insectes l'été, il fait froid l'hiver. Effectivement, c'est pas full confort. Puis même moi, pour tout avouer, j'aurais peur. Ah ouais, c'est ça le problème. Je pense que j'aurais peur qu'il y ait un sanglier ou... Je te dis pas d'y aller en pleine nuit, mais déjà, rien que d'aller en plein jour, se faire une sortie en pleine nature, franchement, c'est top. Tu te fais une rando, une balade, et puis c'est pareil. C'est pas qu'une rando où on gueule dans tous les sens et tu fais fuir tout ce qui est autour. Non, c'est une rando, tu te mets à un point d'observation, tu te planques, t'attends un petit coup, et puis tu vas voir le cerf débarquer, le pivert, le machin, le renard, l'écureuil... et puis tu regardes un petit peu comment tout ça s'agence. Puis voilà, je sais pas, avec la végétation qui est autour, avec les champignons que tu trouves par terre. Il y a plein d'espèces qui interagissent entre elles et qui ont chacun un rôle l'une pour l'autre, l'une envers l'autre. Oui, non mais ok, ouais. Alors peut-être effectivement qu'on peut pas ramener les gens dans la forêt comme ça de manière brute, mais déjà si on peut le montrer sur les écrans, je sais pas, comme aller sur Instagram, tu vois. Montrer aux gens ce que c'est, à quoi ça sert. Faut susciter l'intérêt et l'envie. Moi, je sais que Nicolas Hulot, franchement, je regardais Où soyez nature, je me dis, mais c'est trop beau. Et en plus d'être beau, il me disait, par exemple, les baleines, ça sert à manger le krill dans l'océan. Le krill qui lui-même se nourrit de phytoplancton, qui lui-même produit de l'oxygène. Donc si on enlève les baleines, le krill mange le phytoplancton, il y a moins d'oxygène. On respire quoi? De l'oxygène. Oui, voilà. j'ai bien compris. Donc, d'où l'intérêt de préserver les baleines. Donc, en plus que tu as vu que la baleine, elle est magnifique et qu'elle fait des trucs de ouf et que c'est trop beau, machin et tout, on t'expliquait pourquoi c'était crucial que les baleines elles perdurent dans l'océan. Et c'est pareil, on a appris qu'elles avaient plus de... Apparemment, il y a plus de 40 dialectes de baleines à travers le monde. Alors, me demande pas comment ils ont trouvé tout ça, j'en sais rien. Mais déjà, effectivement, on entend que les baleines et les mammifères marins ils communiquent. T'as bien vu, on a nagé avec les dauphins, on entendait les petits bruits et tout ça. Ça, c'est trop bien, ça. Mais du coup, ils ont leur langage à eux, qu'on ne sait pas parler, hein, évidemment. Mais donc, tout ça est fascinant, et en plus, tu vois le rôle que ça a. Donc, je pense que c'est peut-être l'association des deux. Tu mets ça en pleine tronche aux gens, là. On se dira, ouais, tiens, ça serait peut-être bien qu'on préserve tout ça. Mais tu vois, les gens, vu qu'ici, ils sont en pleine nature, ils sont dans l'environnement. Déjà, ils ont
Je pense qu'ils ont la moitié du chemin de fait. De parcouru. Tu vois ? Ils sont beaucoup plus respectueux de leur environnement, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ils sont tous assez... Pas tous, mais ils sont pour la plupart assez... Pas tous, parce que le taxi, je lui ai donné ma boîte, il a foutu les trucs de plastique dans la nature comme ça, quoi. Ça m'a énervé un peu. Ça, je suis allé ramasser, je lui ai dit non, mon gars, tu fais pas ça. Mais certains, oui, sont très... tu vois, oui, quand on a ramassé le bidon et les polystyrènes sur la plage, là, je l'ai redonné au serveur, il m'a dit merci de prendre soin de mon île. Ça coûte pas grand-chose de ramasser les quelques bouts de plastique que tu trouves par terre. Ça coûte rien même. Oui, ça coûte rien. Mais bon, après, c'est sûr, ça suffira pas. C'est de la bobologie, comme on dit. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen de recycler tout ce plastique. Mais pas forcément en plastique. Mais ça, c'est dur. Mais c'est ce qu'il explique dans le livre. Alors, j'ai pas encore lu, mais il parle de Blue Economy, ou l'économie circulaire. C'est l'économie où il n'y a pas de déchets. En fait, dans la nature, il n'y a pas de déchets. En fait, non. Ton caca, c'est ton déchet à toi, ok, mais c'est l'engrais des plantes. Ouais, c'est vrai. Et les plantes, du coup, ça va être leur engrais, donc elles vont pousser grâce à ton caca, grâce aussi à la photosynthèse, à l'eau, à machin, aux champignons qu'il y a dans le sol, machin et tout. Et après, elles vont donner un fruit ou un légume que tu vas manger. Et la boucle est bouclée. Bah oui, il faudrait qu'on réussisse à faire ça. Donc en gros, il dit c'est pas à la nature de fonctionner comme les usines, ça serait plutôt aux usines de production de fonctionner comme la nature. On s'est toujours inspiré de la nature de tout temps pour beaucoup de choses. Je pense qu'on peut continuer à s'en inspirer. On peut, mais on s'en éloignait aussi. Là, on est beaucoup plus dans une économie linéaire que circulaire. Ah oui. Je prends une matière première, je la mets dans une usine ou dans un truc qui va fabriquer un produit. Le produit, on l'utilise et on le jette et ça fait un déchet. Et ce déchet, c'est un déchet. Bah oui. On va l'enfouir, on va le brûler, voilà, c'est tout. Alors que ce déchet-là, il pourrait resservir pour une autre usine qui fabrique autre chose. Ça, c'est vrai. Dans l'idée. Et si tu as 3 usines qui prennent le produit de l'un pour faire une matière première de l'autre, en fait, ça boucle la boucle. La destruction devient la création. Voilà, c'est ça. C'est superbe. C'est superbe. Et la création, c'est de la destruction. Non, finalement, rien ne se perd, tout se transforme, en fait. Bah oui, finalement, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Puis avec tous les déchets qu'on a, on risque d'avoir beaucoup de matières premières, du coup. Bah oui, du coup, c'est un potentiel fantastique, finalement. Ouais, c'est vrai. Plutôt que de se dire, qu'est-ce qu'on en fait ? Justement, on en fait ça, on en fait ça, on en fait ça. Moi, je dirais même qu'on devrait arrêter de produire du plastique. On devrait juste réutiliser tout celui qu'on a déjà. Ouais. Oh, ça suffirait largement. Ça suffirait avec tout ce qu'on a comme plastique. Même si on est 8 milliards alors qu'on était 5 milliards il y a 30 ans. C'est pas grave. Ah bah oui. Ça suffirait largement. Avec la masse de plastique qu'on produit. T'imagines tout ce qu'il y a dans les océans, dans la nature, là. Même ici. Et encore, ça va. Ici, je trouve que c'est quand même relativement propre. Alors, il y a quelques bouteilles, quelques trucs qui traînent, mais j'ai vu des endroits plus dégueulasses. Ça va, ouais. Ça va. Ouais. L'Angleterre. Ah ouais. Ça m'a choqué, mais bref. Ouais. Bon, chez nous, on est pas mal non plus, tu me diras. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est mondial, c'est mondial. Mais tu vois, la nature est bien faite. Ils ont réussi à choper, à trouver dans l'océan Pacifique, là où il y a un amas de microplastiques grands comme la France. Ils ont réussi à trouver une enzyme qui mange le plastique. C'est dingue, ça. Et pourquoi on ne pourrait pas s'en servir de C'est ce qu'ils essayent de faire. D'accord. De comprendre comment elle s'est formée et ils essaient de faire des cultures de cette enzyme-là et de se dire, comme ça, on peut dissoudre le plastique et le rendre, inoffensif ou tu vois, je sais pas comment dire. On peut le rendre à l'état naturel. Parce que c'est quoi ? C'est du pétrole, là-bas. C'est un hydrocarbure, ni plus ni moins. Ça vient de la nature. Tu me diras, ça vient de la nature, mais c'est juste que ça n'a rien à foutre là, dans cet état-là, quoi. C'est ça le problème. Trop transformé. Comme le métal, comme le verre, comme plein de trucs qu'on a trop transformé et qui met des centaines d'années ou des milliers d'années à se décomposer. Et qui n'est pas réutilisable par quelque chose d'autre dans la nature. Ouais, c'est vrai. Une bouteille d'eau en plastique, tu la jettes dans la mer, voilà, t'as jeté une bouteille d'eau dans la mer, et puis c'est tout. Et puis ça va finir dans l'estomac d'un poisson ou d'un mammifère marin, il va s'étouffer avec, et c'est tout, quoi. Alors que ton caca, tu le mets dans de la terre, ça fait de l'engrais, et il y a une plante qui pousse. Ça, c'est réutilisé, quoi. Ça, tu vois, c'est directement, quoi. Sans que t'aies rien à faire, d'ailleurs. Tu fais ton petit popo, et puis hop.
Nous, les poules, elles mangent les déchets. Oui, voilà, par exemple, les poules... Le reste au compost. Les épluchures qu'on peut donner, on les donne aux poules. Et puis elles nous donnent des œufs. On mange les œufs, les machins. Et même, tu vois, des poules, je récupère les œufs et je récupère aussi leur fiente que je mets au compost. Comme ça, avec leur litière naturelle, avec le foin et la paille, ça fait du fumier que tu peux mettre au pied des arbres et des plantes, et hop, ça fait un engrais naturel. Et finalement, elles t'ont donné des œufs, mais elles t'ont aussi donné des légumes et des fruits. Indirectement, quoi. Indirectement. C'est ouf. Moi, je trouve ça dingue. Enfin, et pourtant, c'est normal. Il n'y a rien de plus normal. Mais c'est beau. C'est vrai. Et après, au bout d'un moment, quand elle vieillit trop, quick. Et un rôti. Tu peux même la manger. Tu peux même la manger. Je sais pas si c'est bon une poule qui a 7-8 ans quand même. Ah, j'en sais rien, ça se mange au bout de combien ça? 4 ans, 3 ans? Bah non, même moins que ça, 6 mois, ça se bouffe. Une poule au pot? Oui, mais jusqu'à quand tu peux la manger? J'en ai aucune idée. Tu vois, même ça, on sait pas. On sait plus. On sait plus, c'est plus nous qui faisons à manger. Tu vas dans un supermarché, t'achètes du poulet, c'est déjà emballé, c'est déjà découpé, t'as même pas eu à le tuer, t'as même pas eu à le plumer, à le dépecer, à le machin. Tout à fait. Je suis un peu fatiguée. Elle est fatiguée, le chaton. Enfin, voilà. On va peut-être faire un dodo. Ah, je t'ai fait bailler. Ah bon, hier, on fait bailler 7. Il n'y a que nous deux, là. Oui, c'est pas de ma faute, il manque du monde. 22h43, oui. Allons nous coucher. Allez. Allez, la bonne soirée. Bisous.